Artaxerxès s'en voulait. Alors qu'il passait son temps à faire des reproches à son frère pour son manque de prudence, il venait à son tour de mettre sa mission en danger, tandis qu'il était à présent caché dans les ténèbres de l'une des salles en ruine du laboratoire. Par orgueil, il avait voulu voir jusqu'où il pouvait aller sans attirer l'attention de ces faibles humains. Mais il avait été trop présomptueux et avait mal calculé les risques, aveuglé par le défi qu'il s'était lui-même lancé. Et désormais, ses adversaires savaient que quelqu'un d'autre était là, et cela les inciterait certainement à se montrer plus prudents. Artaxerxès resta immobile quelques minutes, tandis que son armure lui injectait des calmants afin de ralentir le rythme de ses deux cœurs. Lorsqu'il jeta un regard vers la porte, il vit ses ennemis avancer prudemment dans les couloirs mal éclairés. Il quitta alors discrètement la pièce sombre, dépassant le groupe impérial, puis arrivant devant une porte blindée dont le panneau de contrôle semblait en panne. Il essaya de l'utiliser, mais n'obtint qu'un grésillement suivi de quelques étincelles. Il lui fallait donc trouver une autre solution, car il ne pouvait faire exploser la porte sans alerter l'inquisiteur, et le temps lui manquait pour des options plus subtiles. Il observa attentivement les lieux, comprenant qu'il devait soit gagner du temps, soit couvrir le bruit d'une éventuelle explosion par quelque chose de plus fort. Avant de prendre une décision, il consulta son auspex, vérifiant la position de l'inquisiteur et de ses hommes, ainsi que le plan de l'étage, lequel formait un grand rectangle autour des cellules, traversé par quelques couloirs parallèles. La porte blindée, quant à elle, se trouvait au milieu du mur, à l'opposé de l'ascenseur, et c'est en continuant d'avancer, tout en contournant ses ennemis, qu'il eut une idée. Il se saisit d'une grenade à fragmentation qu'il fixa au sol avant d'accrocher un filin à sa goupille, puis, avec précision, il répéta l'opération à plusieurs endroits du laboratoire, reliant entre elles toutes les goupilles à l'aide du même fil. Il vérifia ensuite encore une fois la position de l'inquisiteur, mais heureusement, son petit accident de tout à l'heure avait ralenti la progression du groupe impérial, et, désormais sur leur garde, ses membres inspectaient avec attention chaque pièce sur leur route. Profitant de ce répit, Artaxerxès se hâta de rejoindre la porte blindée et y fixa une grenade anti-char. Certes, une bombe à fusion aurait pu aussi faire l'affaire, mais il craignait de faire s'écrouler le laboratoire sur eux, et mieux valait donc limiter les dégâts. Finalement, après avoir tiré sur le filin, dégoupillant ainsi toutes les grenades, il activa le dernier engin de mort avant de se mettre à couvert dans une pièce proche. Toutes les explosions se produisirent simultanément, si bien que le laboratoire se mit à vibrer, tandis que les rares vitres encore intactes volaient en éclats et qu'Artaxerxès lui-même était plaqué au sol par le souffle de la grenade anti-char. Lorsque l'onde de choc se dissipa, il constata que le mur de la pièce où il s'était abrité s'ouvrait désormais sur une blessure béante, assez vaste pour laisser passer deux Astartés en armure. Un tintement aigu résonna alors dans son casque et des runes d'alerte apparurent sur sa visière. Son armure avait subi des dommages à cause de l'explosion, et le grondement courroucé de son esprit de la machine se fit encore entendre quelques instants avant que les systèmes internes ne reprennent la situation en main. L'un des évents de son pack dorsal était détruit, mais ce n'était pas un problème, car l'atmosphère restait respirable, et, dans le pire des cas, la neuroglotte greffée dans sa gorge pouvait filtrer n'importe quelle substance toxique. Il ignora donc les alertes et se hâta d'entrer dans cette pièce, jusque-là scellée depuis plusieurs siècles. Lorsqu'il s'arrêta pour vérifier à nouveau son auspex, Artaxerxès fut frappé par le changement de décor. Il se trouvait désormais dans une vaste grotte humide dont les murs taillés grossièrement disparaissaient sous des tonnes d'équipements rouillés, tandis qu'au fond reposait un large caisson de stase à l'intérieur duquel flottait une épée ouvragée. Tout en s'en approchant, il constata que les écho-radars des humains ne bougeaient plus. Les données biométriques indiquaient cependant qu'ils étaient toujours vivants. Cela fut confirmé lorsque l'un des points lumineux se remit en mouvement, puis en rejoignit un autre qui retrouva lui aussi sa mobilité après quelques secondes. Le reste de l'équipe suivit presque aussitôt, et, comme l'avait prévu le Space Marine, tous se dirigèrent au pas de course dans la direction opposée à la sienne, attirés vers l'explosion la plus violente, celle de la grappe de grenades à fragmentation. Artaxerxès ne perdit pas une seconde et fondit vers le caisson où flottait paisiblement la lame magnifiquement forgée. Il tenta d'abord de pianoter sur le panneau de contrôle, mais ne parvint pas à défaire les codes d'ouverture, puis, pris de dépit, il essaya de briser la paroi transparente à coups de poing, sans davantage de succès. Tout entier absorbé par sa tâche, il ne remarqua même pas les points lumineux de son auspex qui se déplaçaient désormais dans sa direction. Il finit par dégainer son bolter et, renonçant à toute discrétion, ouvrit le feu. Les munitions explosives de l'arme percutèrent la chambre blindée avec fracas, y traçant peu à peu des plaies toujours plus profondes.
Lorsqu'il eut vidé son chargeur, il abattit son poing contre la paroi fragilisée qui céda aussitôt. Le liquide de stase se déversa alors sur lui, le recouvrant de substances écarlates, tandis que sa main se refermait sur l'arme étonnamment légère pour sa taille. C'est à cet instant que plusieurs tirs de laser, encore imprécis, sifflèrent autour de lui, avant qu'un bolt ne le frappe de plein fouet dans le dos et ne le plaque contre les restes brisés du caisson de stase. Il baissa un instant les yeux vers ses mains, couvertes d'un liquide visqueux qui déréglait son camouflage optique, puis se retourna pour faire face à ses adversaires. Torresmond se tenait légèrement en avant des autres et le maintenait en joue, le canon encore fumant de son pistolet bolter braqué droit vers sa tête. Artaxerxès lui fit face sans bouger, l'épée dans la main gauche, son bolter vide dans la droite, tandis que le liquide de stase continuait de ruisseler lentement sur lui, comme une cascade de sang. Il y eut un bref moment de latence, puis le Space Marine bondit sur la droite, tandis que les lasers claquaient autour de lui en tentant de le prendre pour cible. Pourtant, il n'entendit pas la détonation typique d'un pistolet bolter et comprit juste à temps ce que ce silence signifiait. Il se retourna avec une vivacité saisissante pour un être aussi massif qu'un Astartes, faisant un bond en arrière tout en lançant son bolter droit devant lui. Le fusil fut tranché net par la lame énergétique de Torresmond dans un fracas d'étincelles, et ce bref instant suffit à Artaxerxès pour dégainer sa propre épée, l'échangeant avec l'arme relique qu'il répugnait par déférence à utiliser. L'inquisiteur mit aussitôt à profit ce temps supplémentaire et porta un coup d'estoc en direction du visage de l'Astartes. C'était toutefois sans compter sur les réflexes surhumains du Space Marine qui détourna l'attaque d'un revers avant de riposter. L'écart de stature était affligeant et revêtu de son armure complète, Artaxerxès donnait l'impression de se battre contre un enfant, dominant son adversaire de plusieurs têtes. Cependant, Torresmond ne se laissa pas impressionner et, malgré sa physionomie plus classique, il continua de tenir tête à armes égales au géant ruisselant de substances rouges. Coup paré, esquive fulgurante et feintes successives composaient sous les yeux de sa suite un spectacle éblouissant d'adresse martiale que nul n'osa troubler en ouvrant le feu sur l'ennemi. Pour eux, c'était la première fois qu'ils voyaient véritablement un Astartes en action, et ils contemplaient avec une forme d'émerveillement teintée de crainte leur seigneur, luttant presque à égalité avec le monstre. Presque, car en dépit d'une technique comparable, Torresmond commençait déjà à s'engourdir sous les effets de la fatigue, tandis que le Space Marine, lui, soutenu par ses deux cœurs et par une physiologie tout entière dédiée au combat, conservait intacte sa vivacité et son endurance. Artaxerxès jubilait. Il était rare qu'il lui soit donné d'affronter une larve humaine aussi talentueuse, et bien qu'il pût mettre un terme à l'échange sans grande difficulté, la joie même du défi le poussa à prolonger malgré lui la bataille. Il savourait chaque goutte de sueur perlant sur le visage de l'inquisiteur, chacun de ses halètements, chacune des estafilades qui s'accumulaient peu à peu sur son corps. Lorsque Torresmond tenta, finalement, un coup circulaire sans grande conviction, le Space Marine l'esquiva en se penchant en arrière, puis, profitant aussitôt du déséquilibre de son adversaire, il lui asséna un violent coup de pied en plein thorax. L'inquisiteur fut projeté à plusieurs mètres de là, percutant le caisson avec fracas, son armure de métal rudimentaire brisée sous l'impact l'ayant à peine protégé. Pataugeant dans le liquide de stase, Torresmond peinait à respirer et ne parvenait pas à se relever du choc de l'attaque. Artaxerxès s'approcha alors d'un air victorieux, tandis que les hommes de l'Inquisiteur, terrifiés, n'osaient même pas cligner des yeux. D'un coup de talon, l'Astartes repoussa l'arme énergétique qui gisait inerte à côté de l'homme vaincu, puis il saisit à sa ceinture son pistolet bolter avant de demander d'une voix caverneuse et en visant le saint homme. « Le cœur ou la tête ?» L'inquisiteur ne répondit rien, il en était incapable. Artaxerxès enclencha alors la culasse de son arme et visa la tête. C'est à cet instant qu'une vive douleur lui traversa la chair et son regard se porta sur la lame crépitante d'énergie qui jaillissait de son épaulière. Puis, incrédule, il se retourna avec violence, accentuant dans sa colère sa propre blessure. À ses pieds gisait un garde impérial chétif, tremblant de peur. Craig avait agi par pur instinct en plantant de toutes ses forces l'arme de son maître dans le dos du monstre, mais il regrettait déjà son geste à présent qu'il faisait face à cette créature de cauchemar. Folle de rage, celle-ci leva le pied, prête à écraser Craig sous sa botte, mais une détonation retentit soudain et Artaxerxès se fut projeté par-dessus le garde, son casque se fracturant sous l'effet du tir de pistolet bolter de Torresmond. Le Space Marine se releva presque aussitôt, arrachant sans égard la lame fichée dans son épaule sanguinolente, comme si la douleur ne méritait même pas son attention. Il ôta ensuite son casque détruit et le jeta à terre sans cérémonie, tandis que son visage, taché de sang, demeurait dissimulé derrière l'écharpe bleu-vert qui le distinguait si bien de son frère. Déjà, il sentait ses blessures se refermer à une vitesse prodigieuse grâce à son organe de la rama, mais il fondit sur ses deux ennemis, prêt à abattre sa lame.
lorsque, soudain, une vague d'énergie psychique le força à bondir de côté. À l'endroit même qu'il occupait, un instant plus tôt, s'ouvrit alors un cratère parcouru d'éclairs octarines. La sorcière loyaliste venait de lui lancer un éclair d'énergie warp et Artaxerxès la dévisagea avec un dégoût haineux. Dans le même temps, le reste de l'équipe, galvanisé par le courage de Linda et Craig, s'apprêtait déjà à ouvrir le feu. En temps normal, Artaxerxès n'aurait eu aucun mal à éliminer si peu d'adversaires, mais aujourd'hui, il était encerclé et blessé, et il se trouvait donc dans une situation réellement dangereuse, même pour lui. Tout en esquivant les premiers tirs de laser d'une roulade, il lâcha une rafale de son pistolet Volter en direction des 3 impériaux qui bloquaient la sortie. 2 d'entre eux eurent aussitôt le crâne réduit à l'état de pulpe, tandis que le 3e, sauvé par un bon réflexe, parvint à éviter le tir. Le pauvre garde n'eut cependant pas le temps de s'en réjouir, car, tout en se dérobant avec difficulté aux balles et aux rayons lumineux qui fusaient tout autour de lui, Artaxerxès le chargea de son épaule valide. La cage thoracique de l'homme s'enfonça sous l'impact et il s'effondra au sol, respirant son propre sang et pris de convulsions erratiques. Le Space Marine se retrouva alors face à Corcavache au moment où il vit une traînée blanche jaillir de sous la tunique rouge du Technogure. Le missile le manqua de peu avant d'aller exploser à proximité de sa précédente victime, mettant ainsi un terme à son agonie. Artaxerxès riposta aussitôt en abattant le serviteur de Mars de l'un de ses derniers bolts, mais le corps mécanique de ce dernier absorba l'impact avec une efficacité suffisante pour lui éviter la mort, même si l'adepte n'était désormais plus en état de combattre. Il ne restait plus dès lors que le père Willem pour empêcher le renégat de s'enfuir. Comprenant cela, Linda et Craig accoururent en usant de leurs dernières munitions du pistolet laser, mais leurs efforts furent vains, car les tirs ricochèrent sur l'épaisse armure d'Artaxerxès, tandis qu'il continuait d'avancer rapidement vers le prêtre psalmodian. Le saint homme avait déjà souillé sa soutane sombre, saisi d'une terreur indicible lorsque Artaxerxès abrégea son déshonneur en lui balayant le crâne d'un coup de poing à peine appuyé. Des éclats de cervelle et d'os éclaboussèrent le sol de la grotte, tandis que le corps décapité de Willem Dars s'écroulait sans un bruit. Puis le Space Marine disparut en courant dans les couloirs du complexe. Ce combat était terminé. Encore sous le choc après cet affrontement d'une rare violence, Craig et Linda s'occupèrent aussitôt des survivants. Corresmond n'était pas en danger, mais Corcavache se trouvait lui dans un état critique. Ils utilisèrent donc sans hésiter leur Medipack pour le stabiliser, autant que faire se peut. Puis, avec l'aide de l'Inquisiteur, qui reprenait peu à peu ses esprits, ils le transportèrent à l'extérieur. Par chance, le Space Marine Renégat n'avait pas détruit l'ascenseur, sans doute trop pressé de s'enfuir pour s'en soucier. Ce fut cette chance qui permit aux derniers membres de la suite inquisitoriale de rejoindre leur navette sans être inquiétés et de regagner la cité-mère. Grâce au courage et à la détermination de ses défenseurs, cette dernière avait réussi à bloquer la progression de l'Alpha Légion dans le quartier Est, même si une guérilla urbaine faisait désormais rage dans les rues dévastées de la capitale. L'Alpha Légion subissait certes relativement peu de pertes en comparaison de la garde, mais les sacrifices impériaux avaient tout le moins le bon goût de ralentir considérablement l'avancée des envahisseurs, au moins en apparence. Pendant que la bataille faisait rage, Artaxerxès rejoignit les lignes arrières du front, où il reçut des soins sommaires, avant d'embarquer à bord d'un vaisseau de transit vers l'Epsilon en compagnie de son frère et du capitaine Darius. Le moment était venu pour ce dernier de faire son rapport au seigneur Xanthos. Au cours de la mission de récupération d'Artaxerxès, son frère avait poursuivi ses propres investigations, jusqu'à mettre au jour l'existence d'un second complexe se situant au pôle nord de la planète, désormais englouti sous des milliards de litres d'eau. Cependant, après avoir déployé des éclaireurs, Xerxès avait pu établir qu'un tunnel, miraculeusement préservé, permettait d'accéder à ce complexe sous-marin sans risque. Il exposa factuellement ces éléments à ses camarades durant le trajet, non sans ironiser sur le caractère apparemment vain de ses efforts, puisque la relique avait finalement déjà été récupérée par son frère. L'échange se poursuivit jusqu'au moment où la navette arriva en vue de l'imposante barge de bataille Epsilon. Une fois à bord, ils furent accueillis sommairement, puis conduits à travers les coursives obscures du vaisseau jusqu'au pont de commandement. Durant le trajet, Darius avait récupéré l'épée et l'avait examinée avec une attention soutenue. L'arme, longue d'environ 1,40 m, présentait un poids étonnamment faible pour sa taille, qui ne devait guère excéder le kilogramme. Sa garde était façonnée de manière à figurer un A stylisé barré d'une chaîne, l'ancienne héraldique de l'Alpha Légion avant l'hérésie d'Horus. Et bien qu'aucun générateur ne fût apparent, Darius percevait dans la lame une vibration presque imperceptible, comparable à celle d'une arme énergétique, mais dépourvue des mécanismes visibles qui accompagnaient habituellement ce type de technologie. Il fut tiré de sa rêverie lorsqu'ils arrivèrent sur le pont de commandement, où Xanthos, comme à son habitude, patientait en compagnie de ses gardes du corps.
Une présence plus inhabituelle s'y ajoutait toutefois. Cyrus était lui aussi présent, toujours revêtu de son armure Terminator, le visage fermé et renfrogné. Il portait une paire de poings tronçonneurs, de massifs gantelets énergétiques auxquels avaient été fixées des lames motorisées assez puissantes pour éventrer des blindages. Et ses armes brutales étaient encore couvertes de sang, ce qui laissait à penser que Cyrus venait de quitter les combats à la hâte. Après de brèves salutations, Darius fit son rapport à l'Assemblée, et quand il eut fini, celle-ci se cloîtra dans un long silence, que Xanthos ne s'offusqua pas de briser. « Bon travail, Darius. J'avais craint ton échec à la lumière des rapports de Cyrus, mais je constate avec satisfaction que tout se déroule comme prévu. » Cyrus adressa alors à Darius un regard chargé de malveillance, un sourire aux lèvres, mais le capitaine se contenta de l'ignorer. Xerxès, en revanche, se montra plus réceptif à cette tentative de décrédibilisation et observa le capitaine de la 11e compagnie en serrant le poing. « Nous avons pu mettre la main sur le croc de l'hydre, l'arme personnelle du primarque offerte par l'empereur à l'époque où nous servions encore aveuglément cette humanité vouée à sa perte. C'est une grande victoire, mais ce n'est que le commencement, car en elle-même, cette arme ne vaut guère plus que son poing en métal et en souvenir. » Des regards interrogateurs parcoururent l'assemblée. Darius lui-même demeurait incapable de saisir la portée exacte de l'allusion. Jusqu'alors, il avait toujours considéré que la récupération de cette arme constituait la finalité de l'assaut mené contre ce monde. L'épée du primarque, un marqueur identitaire majeur, l'arme portée par celui dont ils partageaient tous une part du patrimoine génétique. Darius constata alors que son rival, à l'inverse de lui, ne paraissait nullement surpris par les propos de leur seigneur, comme s'il disposait déjà d'un niveau d'information auquel lui-même n'avait pas accès. Comme vous le savez, la dualité constitue l'essence de notre légion, et notre primarque lui-même portait 2 visages pour une seule âme. Lorsque nous avons renié nos serments de fidélité envers l'Imperium, en découvrant l'effroyable vérité, les 2 facettes du primarque se séparèrent tout en demeurant animées d'un même but, mais selon des voies opposées. D'un côté, nous avions Mégon, se voulant partisan de la sagesse et de la retenue, désireux d'atteindre le but ultime par ses propres moyens. Et de l'autre, Alpharius entendait combattre le mal par le mal et acquérir la puissance de l'ennemi afin de le vaincre. Tous étaient sidérés, et la plupart savaient certes qu'Alpharius constituait un primarque atypique puisqu'il était le seul parmi ses semblables à posséder un frère jumeau. Cependant, cette scission entre les 2 frères demeurait inconnue, y compris de Darius, et les circonstances mêmes de leur disparition durant les dernières heures de l'hérésie restaient enveloppées de mystère. Et si Darius connaissait bien les objectifs de sa légion, il ignorait toutefois qu'une autre voie avait pu être envisagée pour les atteindre, en marge de celle qu'il suivait depuis près de 10 000 ans. Une fois encore, son regard se porta sur Cyrus, et il crut discerner sur le visage balafré de son rival une satisfaction à peine contenue. Il n'y avait désormais plus de doute, Cyrus savait exactement de quoi il en retournait, ainsi que la véritable raison de cette croisade sur Polaris. Tandis que Xanthos leur expliquait la suite des opérations, il se promet à lui-même de découvrir ce qui se cachait sous le sourire malfaisant du capitaine de la 11e compagnie.